ta qualité de spécialiste Bundesliga, j'aimerais bien qu'on parle d'un joueur qui fait beaucoup parler ces dernières heures en France. C'est évidemment Michael Olise qui a signé son premier but avec l'équipe de France dimanche. Quelle est sa saison un peu au Bayern? On a vu qu'il jouait beaucoup avec compagnie. Est-ce que c'est déjà devenu un titulaire indiscutable dans le grand Bayern Munich où il y a quand même une concurrence assez féroce à son poste? Alors, concurrence, certainement, dans un club comme ça, c'est sûr. On est toujours sur des postes doublés, voire triplés. On sait qu'il y a Kingsley Coman, qu'il y a Leroy Sané, qu'il y a Serge Gnabry, qu'il y a éventuellement Jamal Musiala aussi, voire Thomas Müller dans son secteur. Mais Michael Olise, dès son arrivée, s'est imposé comme l'homme numéro un dans les attaquants autour de Harry Kane. Non seulement par ses qualités de joueur d'axe et de côté, parce que c'est pratique, il peut jouer aussi bien dans l'axe que sur le côté, mais aussi et surtout par sa qualité technique et sa constance. Et les autres joueurs que je viens de citer n'ont pas exactement la même constance et n'ont pas exactement la même fougue. Pour certains, c'est parce qu'ils ont un manque de confiance. Pour d'autres, c'est parce qu'ils sont peut-être tout simplement intrinsèquement moins bons. Et Michael Olise, c'est la recrue la plus réussie de l'été dernier et c'est le joueur qui est appelé par son entraîneur à chaque match en championnat. Il est toujours là, il a un excellent bilan. Et puis surtout, il fait des différences et il donne des frissons dans le stade aux supporters, quoi. Ça peut être un buteur, ça peut être un passeur, ça peut être surtout un homme qui désorganise les défenses, ce qu'on a vu depuis le début de saison. Et cette constance-là et cette qualité technique, ce talent, cette fougue, ont fait que l'entraîneur Vincent Kompany, c'est à Michael Olise qu'il fait appel en premier parmi les joueurs offensifs autour de Harry Kane cette saison pour composer sa composition, son 11 de départ, quoi. Alors, on connaît ses qualités à Olise. Il sait faire beaucoup de choses, finalement. C'est moins un joueur de profondeur que Kingsley Coman, par exemple, ou que Serge Gnabry. Il sait combiner dans les petits espaces avec Musiala, peut-être. Est-ce que au Bayern, on considère que l'avenir du club passe par Olise, Musiala, Kimmich? Il va faire partie de la colonne vertébrale du Bayern pendant les années qui s'ouvrent? Ah oui, parce que la séduction, là, elle était instantanée, c'est-à-dire qu'il a séduit par ses qualités. Et ce qui fait la différence au Bayern, c'est si vous saisissez votre chance sur les 3-4 premiers matchs. Il y a des joueurs qui étaient de très bons joueurs dans le passé, j'en ai quelques-uns à l'esprit, qui étaient des très bons joueurs, qui venaient de différents clubs d'Allemagne ou de l'étranger. Si vous ne saisissez pas votre chance au Bayern sur les 2, 3, 4 premières rencontres, vous passez en choix numéro 2, numéro 3, numéro 4 et vous êtes parfois même carrément au placard. Et vous avez beaucoup de mal à retrouver une place ensuite. Et lui, à tout de suite, peut-être que c'est son insouciance, peut-être que c'est son calme aussi, peut-être c'est sa personnalité, mais en tout cas, clairement, sa technique et son talent, ça lui a permis, dès le début, de faire des différences. Et oui, évidemment, avec sa jeunesse et avec sa capacité à jouer à plusieurs postes offensifs, il est appelé à faire partie, dans les 2, 3, 4 prochaines années, bien sûr, de cet avenir proche du Bayern autour des joueurs, Cyril, que tu as cités. Oui, Michael Olise, aujourd'hui, c'est celui qui fait le plus de différences et qui est le plus constant offensivement, derrière Harry Kane, autour de Harry Kane et en compagnie, évidemment, de Musiala, qui est considéré comme le grand monsieur pour le futur offensif du club. Dernière petite question un peu plus tactique, parce qu'on a vu avec l'équipe de France dimanche que Olise était plutôt dans l'axe, à venir un petit peu jouer les numéros 10, à organiser le jeu. On a parlé de Musiala, qui est aussi un joueur d'axe, Thomas Müller, Harry Kane. Il est plutôt utilisé sur un côté, notamment le côté droit, où il peut rentrer sur son pied gauche. C'est comme ça que Vincent Kompany l'utilise principalement ? C'est complètement comme ça qu'il l'utilise et on voit quand même qu'il y a des permutations très facilitées avec par exemple un Leroy Sané qui a quand même pas mal de temps de jeu aussi en ce moment. Des permutations parce que ce sont des joueurs qui ont effectivement un pied magique mais qui peuvent venir faire des différences aussi quand c'est embouteillé dans l'axe. Il le fait beaucoup avec le Bayern mais c'est vrai qu'il part de son côté, il part de la ligne de touche. Ça me rappelle quand même encore moi avec les joueurs qu'on a cités l'époque Ribéry-Robben où il n'hésitait pas en cours de match même au bout de 10 minutes parfois de match à changer d'aile. Et Olise le fait aussi beaucoup avec Kingsley Coman, avec Leroy Sané. On change d'aile soit pour des raisons tactiques, soit pour des raisons d'inspiration personnelle. Et je pense que l'entraîneur doit quand même laisser une vraie liberté tactique à un joueur comme ça, même si, c'est vrai, tu as raison Cyril, il part quand même du côté droit pour démarrer ses actions. Et ensuite, il vient mélanger un petit peu les talents avec les joueurs d'axe. Et puis ça peut être Müller, ça peut être Musiala, ça peut être un Sané aussi. Kingsley Coman, lui, est beaucoup plus utilisé. Ligne de touche côté gauche. Il y a quelque chose que j'aimerais te poser comme question parce que tu l'as souligné, 17 ans,
Dimanche, il joue 120 minutes parce que l'Espagne a besoin de lui. En Espagne, est-ce que on se souvient quand même que potentiellement Pedri a connu beaucoup de galères ces dernières saisons parce que il avait une saison 2020-2021 surchargée avec notamment les JO en plus de l'Euro. Est-ce qu'il y a un plan un petit peu de gestion de Lamine Yamal où son talent est trop grand et il apporte trop de fraîcheur sur chaque match pour penser à ça? Enfin, est-ce qu'on se dit pas, il y a quand même un risque de faire autant jouer un gamin de 17 ans? Il y a un risque, c'est même un problème honnêtement qu'une Roja soit aussi dépendante d'un joueur de 17 ans, et comme le Barça peut l'être en fait, c'est pas normal qu'un joueur de 17 ans porte une équipe. Au niveau de la gestion, j'avoue que la fédération espagnole est pas vraiment dans ce modèle-là, en tout cas sur la gestion. On avait vu Pedri était peu ménagé, mais par exemple, si on prend l'exemple de Pau Cubarsí qui a pris un coup au match aller, c'est le Barça qui a dû un peu taper du poing sur la table pour qu'il revienne au club, alors qu'à la base, la fédération espagnole estimait qu'il pouvait continuer à faire le rassemblement, même si il était très probable qu'il ne joue pas, mais voilà, qu'il reste dans le groupe, qu'il reste à faire les entraînements, les déplacements. Et ça, c'est quelque chose qui a agacé au Barça de se dire, en fait, non, mon joueur de 18 ans, il est blessé, je veux le faire revenir au club. Les relations entre la fédération et le Barça et même d'autres clubs sont parfois compliqués en raison de cette gestion des blessures. Là, finalement, ça s'est bien passé, par exemple, si on prend l'exemple chez les U21. Et au Barça, on se dit pas qu'il faudrait réussir, parce que là, on met la faute sur la fédération, mais elle a le droit aussi d'avoir des matchs nationaux. Au Barça, on se dit pas qu'il faut un plan spécial pour entourer le développement de Yamal. On a trop besoin de lui dès maintenant, à chaque match, même face à Osasuna, Valladolid, etc. Le problème, c'est ce qu'on a vu, c'est que depuis que Hansi Flick est arrivé, les matchs où Lamine Yamal n'était pas là, ça s'est pas forcément très bien passé pour le Barça. Donc, c'est ça qui est un peu compliqué. Pour autant, depuis l'arrivée d'Hansi Flick, le côté prise en charge physique est beaucoup plus strict, parce que par exemple Pedri, on lui a fait des mesures au niveau de son corps, etc., pour avoir des programmes qui sont adaptés à lui, mais rien qu'à lui. Ça a été fait aussi pour Ronald Araujo, par exemple, qui est souvent blessé, et normalement, c'est quelque chose qui est aussi mis en place, surtout pour Lamine Yamal, parce qu'il est très jeune, mais c'est vrai qu'on le voit très très peu souffler sur les matchs avec le Barça, et le seul point positif, en tout cas pour Lamine Yamal, sans doute sur cette saison, c'est que là où du coup ceux qui vont jouer le Final Four de Ligue des Nations, la plupart vont aussi enchaîner avec la Coupe du Monde des clubs. Le Barça n'est pas qualifié pour la Coupe du Monde des clubs, et là, à ce moment-là, normalement, il devrait pouvoir souffler, mais ça repousse à très loin, en fait, ça repousse à début juillet, et ça va lui faire une énorme saison à 17 ans. J'imagine que les syndicats de joueurs, etc., se posent déjà la question de se dire est-ce qu'on ne devrait pas mettre une limite pour ces joueurs qui sont mineurs, du coup. On se demandait si la Juve allait passer à l'action. La Juve est passée à l'action. Thiago Motta remercié, Igor Tudor intronisé comme entraîneur. On a vu ces dernières heures des petites phrases sortir, notamment de la part du directeur sportif de la Juve. Qu'est-ce qui s'est passé en fait sur les derniers jours pour que la Juve précipite le départ de Thiago Motta? Tu as utilisé le bon terme, tout s'est précipité en une semaine. Parce qu'en fait, quand on sait que la Juve arrivait de deux défaites très cuisantes, 4-0 à domicile face à l'Atalanta, 3-0 à Florence, 7-0 sur 2 matchs, c'est assez compliqué. Mais dans l'idée de la Juve, pendant cette trêve, c'est quand même le fait de confirmer Motta et voir ce qui se passerait face au Genoa au retour. Et c'est vrai que la direction avait demandé à Thiago Motta un changement dans ses postures, dans son attitude, dans son empathie, parce qu'on sait que Thiago Motta a un caractère, déjà seul comme joueur, ce n'était pas toujours évident, et comme entraîneur, il est très sûr de ses idées, il a parfois un peu de mal à se remettre en question. Et en fait, du côté de la Juve, on a vite remarqué qu'en fait, il n'y avait pas de changement dans sa manière de manager. Et Jun Toli, le directeur sportif, lui avait demandé un changement aussi avec son vestiaire, de se rapprocher un peu et de consolider quand même les relations. Enfin, c'est un moment très compliqué. La Juve est 5e, elle n'est pas qualifiée en C1 pour l'instant. Et au fil des jours, ces dernières semaines, une semaine tout pile quasiment, les dirigeants ont remarqué qu'il n'y avait pas de changement et que il fallait quand même donner à ce vestiaire, à cette équipe, un électrochoc, et que Thiago Motta en réalité n'en était pas capable. Mais c'était vraiment pas l'idée première. Le fait est quand même que Thiago Motta est parti un peu en vacances au Portugal aussi pour couper un peu.
Mais voilà, entre-temps, John Elkann, le patron de la Juve, a donné le feu vert à son départ. C'est un départ qui coûte quand même 20 millions d'euros bruts. Hein. Donc, c'est un départ, lui et son staff, ça va coûter de l'argent. Donc, c'est vraiment pas la priorité. Mais face à l'impasse dans laquelle était la Juve et face vraiment au non-changement de Thiago Motta, qui est vraiment resté sur sa posture en disant « Je sais que j'ai fait des erreurs, mais en tout cas, je suis sûr de mes idées ». Et ben voilà, ça a poussé quand même la Juve à changer de coach et à nommer Igor Tudor dans la journée de dimanche. Alors, on a beaucoup parlé de Thiago Motta ces dernières années, notamment dans Tour d'Europe. On le voyait comme l'un des entraîneurs qui va compter dans le futur. On parlait de lui peut-être au Paris Saint-Germain. J'imagine que ce passage à la Juve égratigne assez largement l'image qu'il avait pu se construire en Italie, où on lui reconnaît beaucoup de circonstances atténuantes. Non. Alors, les circonstances atténuantes, il en a, évidemment. Mais c'est pas ça qu'on va retenir. Non. Évidemment que c'est pas le seul coupable, comme on l'avait dit la semaine dernière. Mais tu vois, dans la Gazzetta, parce que tu vois, avant de venir, tu sais, je bois toujours mon cappuccino avec la Gazzetta. Bien sûr. Et on dit quand même, on dit que Thiago Motta, quand même, est une grosse déception. Parce qu'on en attendait beaucoup. On savait qu'il avait fait un énorme boulot à Bologne. Il les a ramenés en Ligue des Champions. Il avait fait aussi un beau boulot au Genoa et à la Spezia. Mais c'est vrai que basculer l'univers de la Juve, haute pression, haut objectif, haute responsabilité. Et surtout, Cyril, ce qui est marquant, c'est pas tant que sa première année a été compliquée, c'est vraiment les proportions du fiasco, Thiago Motta. C'est que ça n'a pas marché au niveau du jeu. On a rarement vu la Juve bien jouer cette saison. Ouais. Ça n'a pas marché au niveau des résultats. Une moyenne de points de 1,79 en championnat. Éliminé, humilié en Coupe d'Italie face à Empoli, éliminé face au PSG en Ligue des Champions, 5e pour l'instant en Serie A. Et voilà aussi, ce qui a été marquant, c'est son rapport, comme je te le disais, avec le vestiaire, où vraiment il y a beaucoup de choses qui ont fuité, on va dire, du côté des joueurs, où il y avait vraiment beaucoup de froid. Vraiment, c'est des rapports assez froids, assez distants. Et le manque d'empathie de Thiago Motta a beaucoup marqué les joueurs. Au point que, ce qui a filtré dans la presse, c'est que Cristiano Giunto, le directeur sportif, lui aurait balancé, on va utiliser le conditionnel, lui aurait dit, la semaine dernière, mardi dernier, dans un entretien au déjeuner, il aurait dit « J'ai eu honte de t'avoir nommé ». Ah oui. Voilà, c'est des propos très forts, mais pour te dire à quel point, voilà, c'est les proportions vraiment de ce fiasco. C'est le 8e licenciement dans l'histoire de la Juve, c'est très rare que la Juve en cours de saison, un entraîneur. Ouais, c'est très rare. Le dernier à avoir été licencié avant la 30e journée, c'était Ciro Ferrara, 2009-2010. Pour te dire que c'est vraiment pas une coutume dans un grand club comme la Juve, c'est pas dans la tradition, mais face à l'impasse et face vraiment à ce que dégageait Thiago Motta et face au rapport entre le vestiaire et l'entraîneur, la Juve a dit non, là on doit changer et on doit nommer quelqu'un de la maison qui connaît bien la Juve, comme Igor Tudor. J'aimerais beaucoup qu'on revienne sur ce but encaissé par Donnarumma, qui sort une tête incroyable d'un attaquant allemand et qui va pour engueuler ses défenseurs, grosso modo, si j'ai bien suivi l'affaire. Et pendant ce temps-là, en fait, Kimmich, il voit que Donnarumma n'est pas concentré et il envoie le ballon vers Musiala, qui marque dans le but vide. Qu'est-ce qui se dit autour de ce but gag et surtout autour de l'attitude de Donnarumma en Italie ce lundi? Écoute, ça n'a pas été apprécié du tout parce qu'en fait, Donnarumma va plus voir l'arbitre juste avant le corner. Ah, c'est l'arbitre, d'accord. C'est un de ses défauts d'ailleurs. En tant que capitaine, en plus de la sélection, il a toujours à cœur, et c'est son droit parce qu'on sait que les capitaines aujourd'hui sont les seuls joueurs autorisés à parler avec l'arbitre. Donc il le fait souvent parce que c'est vrai qu'en Italie, ça reste le patron. C'est l'un des plus expérimentés aujourd'hui. Mais c'est vrai que ce but, en tout cas, au-delà de Donnarumma, Cyril, j'ai lu dans la presse ce matin quand même que c'était l'un des points les plus bas dans l'histoire de la sélection, pour te dire à quel point ça a été humiliant. Et en Italie, on n'a pas du tout apprécié vraiment parce que autant la première mi-temps avait été cauchemardesque et voilà, un 3-0, l'Italie revient en deuxième, mais c'est vrai que prendre un but de cette façon-là en Allemagne, qui est comme un rival historique de la nationale, voilà, ça fait tâche. Et c'est vrai que Donnarumma a été mal noté dans la presse aujourd'hui. Mais voilà, c'est pas le seul coupable, évidemment, mais c'est l'attitude générale vraiment où on comprend pas comment Voilà, on dit en Italie, c'est un but que peuvent prendre des amateurs à la limite, mais pas une sélection dans un match officiel, dans un gros match. Et Spalletti a dit après le match, en plus, on avait vu que l'Allemagne jouait rapidement ses coups de pied arrêtés. Il a dit bon, au moins on va apprendre, que ce qu'on voit avant les matchs, ça peut servir. Mais il a dit on avait bossé là-dessus, on avait vu qu'ils jouaient vite et on a pris le but quand même.
Il a dit plus que ça, je peux pas faire grand-chose, mais voilà, c'est quelque chose, c'est un but au-delà de. Voilà, c'est sûr que ça peut faire rire vu de France. Et voilà, je vois que la rivalité France-Italie, Cyril, ne change pas du côté de l'Hexagone. Mais bon, en Italie, en tout cas, on n'a pas vraiment apprécié ce but et la façon dont il a été pris. Il n'y a pas de remise en cause de Donnarumma. Tu me parlais d'un pilier de la sélection, il est capitaine. On n'est pas du tout dans les mêmes périodes qu'il y a quelques mois où on se disait est-ce qu'il faut encore qu'il soit numéro 1 de la sélection. Là, c'est le patron, c'est juste que toute la défense est à blâmer sur cette affaire. Oui, et puis on a vu quand même ce qu'il a fait avec le PSG face à Liverpool. Ouais. On a vu que ça va un peu mieux à Paris. Alors, on verra bien, Cyril, on pourra en parler dans des prochains épisodes de Tour d'Europe de son avenir. De son avenir. Et pareil, il a ouvert la porte à l'Inter. Je peux t'assurer qu'il a quand même une nostalgie de l'Italie. Mais en tout cas, en sélection, il reste le patron. Il est très apprécié par Spalletti, très apprécié par ses coéquipiers. Le public, on sait que c'était un peu plus compliqué à un moment donné. Mais en tout cas, sa position n'est pas du tout remise en cause. Il y a des bons gardiens en Italie. Mais Donnarumma, ça reste le patron. Et il ne faut pas oublier ce qui s'est passé il y a 3 ans à l'Euro. Il a été élu meilleur joueur. Il a sauvé les tirs au but face à l'Angleterre et l'Espagne. Donc, il reste vraiment le taulier. Alors voilà, on sait que parfois, il y a quelques faiblesses. Mais voilà, on voit qu'à Paris, ça va un peu mieux aussi. Mais en Italie, en tout cas, il est intouchable. Et même dans la presse, où vraiment, voilà, on voit que ça progresse aussi au PSG.